BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans l'univers des cryptos et des blockchains. Bienvenue à tous, les pros des cryptos, chaque vendredi de 15h à 15h30. Nos NFT répondent présents, nos talents non fongibles, ils sont là. Ils nous accompagneront donc pour balayer et parcourir l'ensemble de l'actu de la semaine. Stanislas Barthélémy. Bonjour Stanislas. Bonjour Guillaume. Welcome, senior manager crypto et Web3 pour KPMG. On l'aperçoit aussi à distance, Thibaut Boutroux nous accompagne cette semaine, le directeur des opérations de Meria. Bonjour Thibaut. Et ravi aussi de vous retrouver. Dans un instant, on parcourra l'ensemble de l'actualité de la semaine. Donc, mais d'abord, les cours des cryptos. La semaine a été assez agitée sur le Bitcoin. On va aussi parler de l'Ether. Xavier Fenot est avec nous, associé pour Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Quel potentiel sur les cryptos? Et on va démarrer sans doute par le Bitcoin d'ailleurs, Xavier. Oui, ça se stabilise effectivement depuis une semaine. C'est un peu plus volatile. C'est vrai qu'il y a plus de volatilité que ce qu'on a connu ces dernières semaines. On était en fait depuis mi-octobre dans une ascension fulgurante. Le Bitcoin a quand même gagné 60% et on est revenu sur les plus hauts d'avril 2022. C'est vrai qu'il faudra quand même être vigilant ces prochains jours et semaines parce qu'il y a de plus en plus de liquidations, en fait, ces positions débouclées par les courtiers à cause d'un effet de levier trop important. Lundi, le Bitcoin a perdu 8%, alors sans forcément de raison particulière, mais parce que plus ça monte en fait et plus on voit des positions acheteuses s'accumuler avec des effets de levier parfois supérieurs à 100 voire 200. Ce qui veut dire qu'en fait, à la moindre petite consolidation, ça se transforme tout de suite en panique intraday. Et on l'a vu donc en début de semaine, on a eu 500 millions de dollars liquidés pour la seule journée de lundi. Alors sur l'ensemble du marché, 126 millions de dollars rien que sur le Bitcoin. Et je ne parle que des achats. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour le moment, hormis cette alerte de pic de volatilité, il n'y a pas d'alerte de retournement de tendance, puisqu'on tient pour les adeptes d'analyse technique ce qu'on appelle une moyenne mobile à 20 jours, en fait, ce qui nous permet d'avoir un repère de cette dynamique haussière. Et cette moyenne mobile à 20 jours relance systématiquement les cours à la hausse depuis mi-octobre. Et elle a encore été cette semaine en fait un point de repère parfait. C'était tout simplement le point bas. Donc aujourd'hui, ce point de repère passe à 40 800 $. Ça sera le niveau à préserver ces prochains jours pour rester dans cette dynamique positive. Quand bien même, il risque d'y avoir encore une fois de plus en plus ce genre d'événements brusques. Et puis Bitcoin, il a été très fort depuis le début de l'année. Il a longtemps tout surperformé. Mais depuis un mois, il est en milieu de peloton en termes de performance. Si on prend les 50 plus grandes crypto-monnaies, même s'il surperforme toujours le numéro 2 Ether, tant qu'il tiendra pour le moment les 40 841 000 $, tout va bien. Et il faudra passer cette petite résistance qui a été constituée ces derniers jours à 44 000 $. Et là, ça permettrait d'être un peu plus ambitieux pour viser, pourquoi pas, les 48 000 $ les plus hauts du mois d'avril. Quelques seuils techniques. On rappelle qu'un seuil technique ne constitue pas un conseil d'investissement et de n'investir en crypto que l'argent qu'on est prêt à perdre. Ça, on le répète à chaque fois. Vous citiez l'Ether rapidement. Pour JP Morgan, l'Ether surperformera le Bitcoin l'an prochain. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, mais vous, d'un point de vue technique, qu'est-ce que vous voyez venir pour l'Ether, Xavier ? Alors effectivement, c'est plus une prévision, une prédiction que la situation actuelle, parce qu'il est toujours plus faible aujourd'hui que le Bitcoin. Alors il a réussi à se passer plafond de verre des 2100 $. On en avait déjà parlé ici, Guillaume, pendant un moment. Alors c'est fait, on a passé ce cap, mais on voit que ça reste aujourd'hui toujours poussif. Et d'ailleurs, on parlait même d'ailleurs de cette baisse brutale qu'on a eue sur le Bitcoin. On a eu la même chose sur l'Ether, qui a en fait annulé finalement la rupture de ce plafond vert des 2100 $. On est revenu sur cette zone-là. Donc pour le moment, on tient les 2100 $. Tant qu'on tient ce niveau-là, ça va. Mais l'Ether, aujourd'hui, fait partie du dernier tiers justement du classement des performances des 50 plus grandes crypto-monnaies depuis un mois. On va suivre au-dessus de la tête quand même les 2360 $, ce qui permettrait derrière, effectivement, pourquoi pas diviser les 3000 $. Mais pour le moment, je reste plus réservé sur l'Ether que sur Bitcoin au vu de sa sous-performance ces dernières semaines. Merci beaucoup Xavier Fenot qui nous accompagne régulièrement pour Interactive Trading. Les principales news de la semaine sur le marché crypto, on va les parcourir, les analyser, surtout grâce à nos pros des cryptos et Ledger qui vit une fin de semaine bien compliquée. Faille de sécurité chez Ledger. On va regarder en tout cas ce que les dernières heures nous disent voilà, de ce qui attend les clients bien évidemment et de cet écosystème Ledger bien sûr. On parlera aussi des baleines dans l'écosystème crypto. Combien pèsent-elles désormais les baleines sur le marché crypto alors qu'une baleine a transféré pas mal d'Ether sur une plateforme de transaction en début de semaine? Certains craignent que ces Ethers soient vendus. Et puis Donald Trump a moins d'un an désormais de la présidentielle américaine, mais il est toujours addict au NFT. Donald Trump, il lance une collection basée sur une photo de lui en prison. Les gros acheteurs auront droit à un dîner avec lui, les autres à un petit morceau de costume. Franchement, bonne ou mauvaise publicité pour les NFT? On se posera la question. Votre machine à refaire l'actu de la semaine s'enclenche. Laissez-la faire, elle s'occupe de tout.
BFM Business, BFM Crypto, les pros. C'est nos pros qui vont s'occuper de vous, bien sûr. Thibaut Boutroux et Stanislas Barthélémy. C'est parti. La semaine a été riche et surtout cette fin de semaine, une attaque de grande ampleur. Stanislas a manifestement eu lieu sur Ledger. Certains utilisateurs d'applications décentralisées victimes. Qu'est-ce qui s'est passé et on en est où à présent ? Une journée un peu compliquée hier quand on regarde ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. On voyait tous les, on va dire quelque part, les clignotants un peu rouges, panique, il se passe quelque chose et c'est toujours dans ces moments-là, on se demande est-ce que nos fonds sont à risque ? Ce qui signifie quand même que l'enjeu de sécurité est primordial dans ce secteur-là. Ledger, on connaît le produit Ledger, c'est-à-dire qu'on a une sorte de ce qu'on appelle un hardware wallet, c'est-à-dire une clé qui ressemble un peu à une clé USB dans laquelle on va sécuriser nos secrets. Ça permet d'avoir une grande sécurité sur la manière dont on détient ses actifs, mais quand on veut se connecter à des applicatifs décentralisés, on va passer par des sites internet et on a besoin d'un connecteur en l'occurrence pour ce faire. Et dans ce connecteur, c'est là qu'il y a eu un problème, c'est que ça a été mal sécurisé du côté de Ledger, c'est-à-dire qu'un ancien employé s'est fait avoir par une attaque de phishing et en l'occurrence, via cet accès-là, il y a un hacker qui a réussi à mettre son adresse, c'est-à-dire que quand on voulait faire un transfert sur cet applicatif, c'est cette adresse du hacker qui recevait les fonds. Ce qui est malheureux. Alors, in fine, l'écosystème a plutôt bien réagi, c'est-à-dire que plusieurs acteurs, je pense à Chainalysis notamment, ou alors le Zach XBT qui est bien connu sur les réseaux sociaux, qui est un peu un enquêteur de ce qui se passe sur la blockchain, ont aidé Ledger à trouver, identifier le problème et à le résoudre quelque part. Il en résulte quand même une perte de $600 000, mais il y a toujours ce côté, on a peur que ça nous touche. Et quand ça touche à son argent, c'est toujours problématique. Il en résulte que Ledger a solutionné le problème et une communication à nouveau de son CEO Pascal Gauthier qui a fait une lettre pour expliquer en disant quelque part ça arrive, c'est malheureux, on va renforcer nos process, merci à l'écosystème de nous avoir aidés. Donc $600 000 c'est toujours trop, mais ça aurait pu être beaucoup plus important. Donc in fine on s'en tire pas trop mal si je puis dire. Mais c'est sûr que ça fait mauvaise affaire. En tout cas, c'est toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Mais ça ouvre du coup effectivement de nouvelles questions sur Ledger, souvent présenté comme un refuge pour venir protéger, encapsuler ces cryptos, puis aussi sur la finance décentralisée, Thibaut. Oui, tout à fait. Alors déjà, le hardware lui-même en lui-même n'est pas remis en cause, puisque les fonds n'étaient pas directement touchés. Ce qui est vraiment un risque, du coup, c'est l'interaction avec les applications décentralisées, comme l'a expliqué Stanislas. Après, est-ce que ça ouvre des questions sur la société ? Si on se penche sur l'origine en fait de la faille, effectivement, c'est un petit peu problématique puisque ça proviendrait du coup d'un phishing adresse mail d'un ancien employé dont les accès n'ont pas été totalement ou pas correctement révoqués. Et donc ça, pour une société de ce calibre-là et de ce secteur-là, forcément, c'est un petit peu problématique. Et puis l'écosystème s'est un petit peu agité parce que naturellement, ça fait réagir beaucoup de monde. Et puis derrière Ledger, il y a eu l'annonce récente du recovery qui a été un petit peu mal amenée. Il y a l'histoire du leak il y a quelques années. Donc on a tendance à pointer du doigt un petit peu ces mauvaises nouvelles. Il ne faut pas oublier tout ce qu'a fait Ledger positivement dans cet écosystème. Donc il faut temporiser un petit peu. L'écosystème a bien réagi. Moi aussi, le point que je voulais souligner, c'est que c'est intéressant de voir à quel point, dans un environnement qui se veut décentralisé, l'erreur ou l'oubli d'une ou de quelques personnes peut à ce point entraver ou en tout cas paralyser une partie des environnements qui se veut décentraliser. Ça nous rappelle que l'écosystème il est jeune et que quand on navigue sur cet environnement avec ce type de matériel, il faut redoubler de prudence et que qui dit décentralisation dit responsabilité et il faut que chacun arrive à son échelle à prendre en compte tout ça. Mais en tout cas, Ledger a plutôt bien communiqué cette fois et je leur fais confiance pour corriger et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Décentralisation ne signifie pas déresponsabilisation, effectivement. Alors pendant ce temps, l'écosystème, c'est vrai, continue d'avancer. D'ailleurs, en France, 2 nouvelles sociétés ont obtenu, là, en fin de semaine, l'enregistrement PSAN. Le cadre réglementaire français, Thibaut, marche bel et bien. Et ces 2 enregistrements PSAN supplémentaires en sont une preuve de plus, la preuve que l'écosystème continue d'avancer. Alors ouais, en réalité, c'est 4 nouvelles sociétés, mais surtout 2 qui nous intéressent parce que dans ces 4 nouveaux enregistrements, il y a 2 acteurs d'envergure, 2 acteurs de poids de l'écosystème que sont OKEx et Gemini. Alors OKEx, on commence à les connaître, même s'ils ne sont pas très connus en France, parce que ils font partie des grands gagnants des déboires de Binance et ils font partie des exchanges qui ont une grosse croissance en ce moment. C'est la 3e plus grosse plateforme aujourd'hui en termes de montants sous conservation. Gemini, c'est aussi un acteur qui est connu, notamment par l'influence de ces 2 fondateurs qui sont les frères Winklevoss. Donc c'est intéressant de voir des acteurs de cette envergure s'implanter en France.
Est-ce que c'est pour développer le marché français? Ça, on n'a pas d'éléments qui nous disent, il n'y a pas eu de communication qui vont dans ce sens-là. Ça s'inscrit surtout, je pense, dans la démarche d'harmonisation européenne et de MiCA. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'ils choisissent le territoire français pour poser leurs valises. Après, voir comment ça va se développer. Effectivement. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de Binance pendant ce temps. Binance, quelques semaines après l'accord annoncé avec la justice américaine et le départ de CZ. La SEC, elle, continue d'en vouloir à Binance, de lui reprocher un certain nombre de griefs, de choses. On en est où ? Est-ce que CZ s'est d'ailleurs manifesté récemment, là, ces derniers jours, cette semaine, Thibaut ? Alors, CZ est un petit peu plus discret, il s'est manifesté. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que Binance est toujours sous le feu des projecteurs et que malgré l'affaire qu'on pourrait penser clos côté CZ, en réalité, c'est ce que je disais la dernière fois que j'étais sur plateau, c'est que jusqu'au procès, finalement, il va y encore avoir encore de l'encre qui va couler et les affaires sont pas encore derrière Binance. On va encore en entendre de parler et on va encore avoir des nouveaux éléments qui vont venir sur la table pour alimenter la discussion. Mais quoi qu'il arrive, tant qu'on n'aura pas de décision de justice arrêtée, à mon avis, le feuilleton est loin d'être terminé. On va rester dans les scandales, effectivement, puis ensuite on va passer au reste. Mais on a parlé aussi de cet écosystème qui se développe avec ces 4 nouveaux PSAN en France. Mais au chapitre des scandales, FTX, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Eh bien, FTX pourrait finalement avoir besoin de plus de temps que prévu pour rembourser ses clients. En tout cas, les impôts américains réclament à FTX 24 milliards de dollars. L'annonce a été officialisée cette semaine. 24 milliards de dollars. Est-ce que ça risque effectivement, Stanislas, de compliquer le remboursement des clients d'FTX ? C'est une question qui se pose en plus dans le dossier FTX. Il y en a de nombreuses et vous évoquiez le montant de 24, mais c'était même 44 au début. Se pose la question évidente du pourquoi ce montant. Quand on raisonne en termes d'ordre de grandeur, le problème et le trou dans la caisse du côté de FTX était environ de 8, 9, 10 milliards. Donc en termes d'ordre de grandeur, c'est quand même assez conséquent. Et la première question, c'est pourquoi ce montant ? Et après, ensuite, le sujet, c'est de savoir comment ils vont payer. Et c'est là où le bas blesse. C'est que dans ce cas-là, on va à nouveau reprendre les fonds des clients pour payer cette somme due aux impôts. Donc c'est assez compliqué, c'est pas facile d'y voir plus clair que ça, mais c'est sûr que ça va prendre encore plus de temps de régler la question, là où il commençait à y avoir des accords pour, en l'occurrence, liquider une partie des assets pour récupérer des dollars sonnants et trébuchants. On n'est pas au bout du feuilleton. Les pros des cryptos, une semaine d'actualité, bien sûr, condensée en 20-25 minutes. Les pros des cryptos, une émission finalement animalière cette semaine. Oula. Les baleines. Les baleines dans l'univers crypto, on les connaît bien. Ces investisseurs, les baleines, qui possèdent tellement de cryptos qu'ils peuvent à eux seuls affecter les cours. Est-ce que le degré de dépendance des cryptos aux baleines reste important ? Alors vous allez me le dire dans un instant. En tout cas, cette semaine, il y en a une de baleine qui a fait l'actualité. Un investisseur qui a fait tanguer les investisseurs en Ether. Après 5 ans d'inactivité, un gros investisseur a en effet transféré plus de 39 000 Ethers, ça représente 87 millions de dollars, vers une bourse crypto. Pourquoi ça a inquiété la communauté cette semaine, Stanislas ? Ça pourrait apporter de la pression vendeuse sur les marchés. C'est ce qui est assez drôle, j'ai envie de dire, avec l'écosystème crypto, c'est que n'importe qui peut être un enquêteur de la même manière que n'importe qui est sélectionneur avec l'équipe de France. On peut regarder les flux qui sont sur la blockchain, et donc on voit ce transfert d'environ 40 000 Ethers vers une plateforme d'échange, et de prime abord, notre réflexe c'est de se dire, tiens, cette personne va les vendre. Alors en général, si cette personne souhaite les vendre, on les vend pas d'un coup en appuyant sur un bouton et en vendant pour 80 millions, parce qu'on risque de faire bouger les prix. On peut le faire à bas bruit, petit à petit, sur plusieurs jours, plusieurs heures. Mais quand bien même, on n'est pas obligé de les vendre si on les dépose sur une plateforme. Et c'est ça qui est important. On peut les utiliser pour faire des effets de levier. Xavier en parlait tout à l'heure. C'est assez différent du système traditionnel. On n'a pas cette vue. Donc on mythifie un peu la puissance des baleines sur un cours. Je rappelle que pour qu'il y ait des vendeurs, il faut des acheteurs et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de personnes qui vendent leurs cryptos. Et si on raisonne toujours en ordre de grandeur, c'est ça qui est intéressant. 40 000 Ethers, ça paraît beaucoup. Mais en ce moment, il y a des retours de volume sur les marchés crypto. Sur toutes les paires Ether, si on additionne tout ça, on est environ à 18-20 milliards d'échanges quotidiens sur cette paire de l'Ether. Et 40 000 Ethers, ça fait un peu plus de 80 millions, comme vous le dites. Donc moins d'1% d'un volume journalier. D'accord. Donc il ne faut pas non plus avoir trop peur, mais c'est sûr qu'on voit tout le temps ces volumes importants. Effectivement, et on en est où de la dépendance des cours, les cryptos aux baleines ? Est-ce qu'on peut se rassurer en se disant que les choses s'améliorent, que plus les cryptos sont en train de se démocratiser, d'intégrer le portefeuille de citoyens du monde, et moins leur dépendance aux baleines est importante ?
C'est toujours pareil quand on parle de crypto, je pense qu'il ne faut pas généraliser tout. Quand on analyse Bitcoin et l'Ether, ce sont des crypto-monnaies, des crypto-actifs qui ont maintenant un certain nombre d'années, qui ont été beaucoup distribués entre les mains, et donc on a moins ce risque d'avoir une adresse qui détient beaucoup trop, ce qui est moins vrai pour d'autres cryptos pour le coup. Ou une crypto qui vient de se créer, qui serait aux 3/4 des mains d'une équipe, où là il y a un risque avec une vente de quelque part casser le marché, où il n'y aurait pas assez de volume pour maintenir les prix. Et donc pour Bitcoin et Ether, j'ai tendance à dire que plus le temps passe, mieux c'est. On peut l'analyser, d'ailleurs c'est des indicateurs assez intéressants. On peut regarder les tranches, ceux qui détiennent de 10 à 100 Bitcoin par exemple, ils ont un peu augmenté leur détention. Et au contraire, si on reste toujours dans la métaphore animalière, du petit plancton, quelque part, le retail, les clients que nous sommes, ceux qui ont entre 0 et 1 Bitcoin, eux, ils ont accumulé. Et c'est ça, ce qui est intéressant, c'est de voir les dynamiques entre ceux qui sont considérés comme investisseurs institutionnels, qui tantôt, selon certaines cyclicités, vont en acheter ou en vendre, et vice-versa avec les clients traditionnels plus petits qui peuvent aussi acheter et vendre. Mais la dynamique est plutôt positive sur Bitcoin et Ether, je trouve. Et est-ce que si les ETF Bitcoin au comptant parviennent à se développer, on en parlera dans un instant, on peut imaginer que ces ETF aideront à diluer les baleines, Thibaut? Alors déjà pour rappeler ce que c'est qu'une baleine, je ne sais pas si on l'a précisé, mais une baleine c'est une adresse qui détient plus de 1000 bitcoins. Ce qui est certain, c'est que l'arrivée des ETF et de ces nouveaux players, ça va, je pense, augmenter le nombre de baleines. Ce qui est particulier, c'est que, si on peut rester dans le même champ lexical, c'est que ça va être des baleines d'une autre espèce, des baleines qu'on n'a pas encore vues dans notre industrie, des baleines qu'on connaît dans d'autres industries, mais on ne sait pas comment ils vont se comporter sur ce nouvel environnement. Donc ça aura certainement un impact sur le marché. Quel va être cet impact? Ça, c'est assez difficile à dire et il va falloir un petit peu de temps pour le mesurer parce qu'eux aussi vont avoir besoin d'un petit peu de temps pour appréhender ce nouveau marché, pour aussi monter en volume. Et il y aura peut-être même des oppositions avec les baleines qu'on peut dire historiques, qui sont des acteurs qui sont là depuis très longtemps, qui sont souvent impliqués techniquement dans l'écosystème. Donc, il va peut-être y avoir une confrontation ou une cohabitation intéressante. En tout cas, ça va être sympa à suivre. Après les baleines, le serpent de mer. De mer, le serpent, la régie. De mer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le serpent de mer, ce sont les ETF Bitcoin. L'approbation toujours espérée des ETF Bitcoin. Où en est-on? Est-ce qu'on a cette semaine de nouveaux signes positifs ou négatifs pour cette approbation des ETF Bitcoin, Thibaut? Bien, comme chaque semaine, on avance, on a des nouveaux éléments qui nous sont apportés au fil du temps. Ce qu'on sait, c'est que la SEC et les grands gestionnaires de fonds discutent, ce qui est plutôt une bonne chose. Ils s'accordent sur cette horlogerie complexe qui est l'ETF Bitcoin. Si on écoute les déclarations des gestionnaires de fonds, on est plutôt dans une démarche positive. On a eu la sortie aussi de Gary Gensler qui laisse sous-entendre que de toute manière, il faut se rendre à l'écoute. Ça va arriver, même si lui n'est pas forcément favorable. Voilà, en tout cas, il y avait des ajustements à faire. BlackRock les a fait. Valkyrie a aussi publié des récents ajustements pour justement rentrer un petit peu dans les clous de ce qu'attend la SEC. Il y a notamment 2 points qui sont très regardés, c'est la manipulation de marché et la protection des investisseurs. Donc, il y a eu des modifications qui ont été faites pour aller dans ce sens-là. Donc, plutôt positif. On n'a jamais été aussi proche de l'approbation, mais ça va être vrai aussi longtemps qu'on avance dans le temps. Donc toujours des signaux positifs. Les analystes restent confiants sur une approbation début janvier. Ça restera à suivre, mais j'ai bon espoir que la prochaine fois qu'on en parle à la rentrée, ce sera peut-être pour enfin parler de l'approbation. Ce serait une bonne nouvelle et cette actu crypto, vous pouvez la suivre aussi au quotidien du lundi au jeudi à 15h dans BFM Crypto, le club, Amaury de Tonquédec et tous ses experts. Il y a quand même eu une polémique cette semaine dans l'écosystème Bitcoin. Les ordinals rendraient le réseau Bitcoin vulnérable. Le Bitcoin pourrait être hacké en quelque sorte. Qui dit ça? Et est-ce qu'il faut prendre cette hypothèse au sérieux? Stanislas. C'est un vieux débat. Il y a différentes chapelles dans l'écosystème Bitcoin. Et en l'occurrence, cette actualité, c'est un développeur qui s'appelle Luke Dasher Jr. qui a expliqué que cette histoire d'ordinals, je vais essayer d'expliquer ce que c'est assez simplement, et plus ou moins profit d'une vulnérabilité de l'écosystème Bitcoin. Je m'explique. C'est un peu la manière dont c'est apparu, c'est la sérendipité. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs mises à jour de Bitcoin, et tout d'un coup, quelqu'un a découvert que c'était le moyen d'ancrer des images, donc de créer des NFT propres à Bitcoin directement dans la blockchain. Là où le NFT en général sur Ethereum, c'est stocké par ailleurs de la blockchain. Ce qui fait que les blocs sur Bitcoin sont remplis d'inscriptions, sont remplis d'ordinals, et quelque part ne laisserait moins de place pour des transactions traditionnelles ou alors avec des frais plus élevés.
D'où pour certains le fait que ce soit par un moyen détourné qu'on fasse des NFT sur Bitcoin, ce soit une forme de vulnérabilité. En réalité, je trouve que c'est plutôt une manière, en disant que c'est une vulnérabilité ou un hack, c'est plutôt une chapelle qui est minoritaire, je trouve. En tout cas, quand on parle des mineurs Bitcoin qui derrière eux captent les frais, ils sont très contents que Ordinals fonctionne, puisque surtout dans les mois qui viennent avec le halving qui arrive et la réduction du Bitcoin, derrière ils y gagnent un peu aussi sur les frais. Donc c'est plus un moyen détourné de faire des NFT. La question c'est à quoi ça sert tout ça. Alors il y a une euphorie, puis après ça disparaît, ça revient, il y a une euphorie. Pas sûr que ça aille très loin, mais en tout cas ça fait des frais pour les mineurs. Mais de là à parler de vulnérabilité, je trouve que c'est exagéré. Bon, en tout cas le débat se nourrit effectivement. Et puis à moins d'un an de la présidentielle américaine, il y en a un autre qui fait débat, c'est Donald Trump. Donald Trump propose une collection de NFT basée sur sa photo en prison. On va la découvrir d'ailleurs cette photo. Vous tous qui nous suivez à la télévision, vous l'apercevez effectivement en direct. Si vous êtes à la radio, c'est avec BFM Business, c'est aussi de la télé. Et c'est donc l'objet de notre question crypto qui claque cette semaine. Chaque semaine, effectivement, on pose une question qui fâche à nos experts. Vous êtes prêts, Stanislas? Prêt également, Thibaut? Oui. Prêt. Ok, vous êtes prêts, messieurs, vous l'aurez voulu. Selon vous, ce NFT voulu par Donald Trump, basé sur une photo de lui en prison, qui permet de gagner un morceau de son costume, ce NFT fait-il une bonne publicité au marché des NFT ou plutôt une mauvaise publicité? Stanislas? Plutôt une mauvaise. Ok. Thibaut? Oui, définitivement une mauvaise, oui. Vous aussi, chez vous? Vous avez peut-être un avis tranché, aussi tranché que nos pros des cryptos. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux. Si vous suivez, par exemple, ce week-end sur notre chaîne YouTube ce rendez-vous, laissez-nous vos commentaires. Pourquoi c'est une mauvaise pub, Stanislas? Disons que c'est un personnage assez sulfureux, que les projets qui sont faits, c'est pas le premier, hein. Il a déjà fait d'autres projets, c'était de piètre qualité, mais c'est très opportuniste d'utiliser les NFT, et pourquoi pas, à la rigueur, il a le droit. Mais il l'a déjà fait sur des ventes d'autres produits, de merchandising, etc. Mais après, c'est ce qu'on dit. Souvent, il y a l'adage Bitcoin is for enemies, mais c'est vrai pour l'écosystème, c'est que n'importe qui peut l'utiliser. C'est un Internet de la valeur. Ah oui. Mais donc, ceux qui achèteront le plus de ces NFT gagneront un dîner de gala avec Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago. On est en Floride. Et puis, les autres auront un morceau de costume. Un beau costume, précise-t-il d'ailleurs. Est-ce que, au-delà de cette anecdote, effectivement, et puis ça nous rappelle qu'on est quand même à moins d'un an désormais de la présidentielle américaine, est-ce qu'au-delà de ça, le marché des NFT est en train d'envoyer des signes de réveil, d'un printemps qui approche, Thibaut? Oui, de toute façon, justement, ce genre d'initiative va avec une dynamique aussi qui est retrouvée côté NFT. En fait, il y a une corrélation qui est certaine entre la hausse des cryptos et la dynamique retrouvée sur le marché des NFT. D'ailleurs, il y a John Karp qui en parlait dans le club crypto sur BFM il y a quelques semaines. Il expliquait très bien. Donc, on voit des narratifs qui commencent à revenir, notamment autour du gaming ou des social media, qui sont deux segments qui sont très appréciés des investisseurs, sur lequel on voit beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a tous les débats avec les ordinals aussi qui contribuent à remettre les NFT au cœur de l'activité. Et on voit aussi le comportement des grosses collections, que ce soit les CryptoPunk ou les Bored Ape, qui affichent des performances qui sont assez significatives finalement quand on regarde sur 2023. Et toutes les marques qui reviennent avec des initiatives, avec des nouveaux projets. Certains meilleurs que d'autres ou plus intéressants que d'autres. On va aussi retomber dans cette dynamique avec des projets comme ceux de Donald Trump qui, à mon sens, ne véhiculent pas la meilleure image qu'on peut avoir sur les NFT, mais en tout cas, ça permet de ramener un petit peu de dynamisme et de redonner confiance aux investisseurs. Donc voilà, c'est largement corrélé de toute manière à la hype qu'on voit aussi sur le marché crypto. Et cette question donc sur l'initiative de Donald Trump, publicité ou contre-publicité, c'est très partagé. Or, vous êtes quand même 59% à penser que c'est une bonne pub, et seulement 41% à penser que c'est pas une bonne pub pour le marché des NFT. Allez, il nous reste 30 secondes pour parler de la Chine. C'est pour vous, Stanislas. Bon courage, je vous laisse la patate chaude. 30 secondes pour parler de ce recours à la blockchain pour vérifier l'identité des citoyens. Ça a été annoncé cette semaine. C'est de la surveillance de masse, c'est un progrès technologique. Comment vous voyez ça ? Ils utilisent un progrès technologique pour faire la surveillance de masse. Je le vois comme ça. C'est-à-dire que c'est un régime politique qui est légèrement, voire très différent, nous, de nos démocraties libérales où on a des garanties. Et la transparence, c'est très intéressant à bien des égards. Mais quand on est un pouvoir politique et qu'on a envie d'avoir un contrôle social sur ce qui est consommé, ce qui est dépensé, on voit tout de suite les dangers dans lesquels on se trouve avec ce type de technologie. Donc d'un point de vue d'une démocratie libérale, je trouve que c'est
c'est pas forcément une bonne chose. Oui, mais c'est comme un couteau, hein. Il y a les bons et les très très mauvais usages. C'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire les couteaux. On est bien d'accord. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Stanislas Barthélémy, KPMG, Thibaut Boutroux pour Meria, et puis Xavier Fenot qui nous accompagnait en direct au tout début. Vous pouvez retrouver bien sûr les pros des cryptos à nouveau en rediffusion ce soir 21h30 sur l'antenne de BFM Business et dès la fin d'après-midi tout au long du week-end sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, les pros.